Dans le camp de déplacés de Dalori, dans le nord-est du Nigeria, ils sont 8000, hommes, femmes et enfants, dont Bawa, cette petite fille de 8 ans. Il y a 2 semaines, les militaires nigérians l'ont trouvée dans la forêt de Sambisa. Elle marchait sans but. En état de choc, la petite fille était incapable de prononcer un mot. Les militaires l'ont amenée dans ce camp et l'ont confiée à une famille. Elle pense encore au passé. N'importe quel homme armé lui rappelle les hommes qu'elle a vus là-bas et qui l'ont frappée. Dès qu'elle voit une arme ou même quelqu'un avec une canne, elle se met à courir. Maintenant, elle fait des progrès. Ce n'est plus comme avant. Elle retrouve quelques mots et quand quelqu'un la salue, elle répond parfois. Progressivement, Bawa apprend à revivre auprès de sa nouvelle famille. Cette petite fille a perdu ses proches, sa maison. Depuis 2010, tout le nord-est du Nigeria vit dans la terreur d'un djihad sanguinaire. Dans ce message audio, Boko Haram prête allégeance à l'État islamique au printemps 2015. La secte nigériane, dirigée par Abubakar Shekau, prend alors le nom d'État islamique en Afrique de l'Ouest. Boko Haram avait soulevé l'indignation mondiale 1 an auparavant. Dans la nuit du 14 avril 2014, la secte kidnappait 276 lycéennes à Chibok, dans le nord-est du Nigeria. L'onde de choc est internationale. La femme du président américain, Michelle Obama, se joint à la campagne de solidarité pour exiger leur libération. Abubakar Shekau promet de les vendre comme esclaves. Aux yeux de tous, Boko Haram prend alors le visage de la barbarie. Depuis le début de l'insurrection djihadiste, les violences ont fait plus de 32 000 morts, des centaines de milliers de réfugiés et plus de 2 millions de personnes déplacées. Pour comprendre comment la secte est devenue un des groupes terroristes les plus meurtriers au monde, il faut se rendre dans le nord-est du Nigeria, dans la capitale de l'État du Borno, à Maiduguri, le berceau de Boko Haram. Ici, les lois islamiques de la charia sont en vigueur depuis le XIe siècle. Mais leur champ d'application n'a cessé de diminuer ou de s'étendre, au gré des aléas de l'histoire. Avec le retour de la démocratie en 1999, la population espère la fin de la corruption généralisée des élites et une meilleure répartition des richesses. Pour moraliser la vie politique, la majorité musulmane du nord du pays souhaite voir la charia appliquée plus strictement. Boko Haram va s'appuyer sur cette revendication populaire pour émerger et s'accroître. En 2002, un jeune homme de 32 ans commence à se faire entendre dans la ville de Maiduguri. Dans certaines mosquées, ses prêches sont rapidement jugés trop fondamentalistes, mais sa personnalité et son charisme impressionnent de plus en plus. Mohamed Youssouf, le fondateur de Boko Haram, se fait vite de nouveaux adeptes. J'ai rencontré Mohamed Youssouf plusieurs fois avant sa mort. Foulan Nasrullah est un proche des milieux djihadistes. Il affirme avoir des contacts directs avec Boko Haram. L'homme a suivi de près l'évolution de la secte et de ses leaders. Il pouvait être quelqu'un de très agréable à fréquenter. C'était un type sympa, un homme bien. Il avait ce don pour parler en public. Cette capacité de tordre l'esprit des gens.
Les gens du peuple le soutenaient, pas forcément pour son idéologie religieuse, mais ils avaient le sentiment que Youssouf exprimait des idées qu'ils étaient incapables d'exprimer eux-mêmes. Il dénonçait les dirigeants politiques. Il dénonçait leur hypocrisie et le fait qu'ils manipulaient le peuple pour mieux le tromper et arriver au pouvoir. Ces dénonciations du système, des politiciens, de leur hypocrisie et son désir de charia ont attiré beaucoup de monde. Wallahi in baka da Qur'ani sai ka ji kai arnan ne yana da magana mai daɗi. Wallahi ƙarya ne. Menene dalili? Allah ya ce yurdunakum za su gamsar da ku bi afwahihim da bakunansu wa ta'aba qulubuhum amma zuciyarsu ta ki da abin da suke faɗa. Ba ta yarda da abin da suke faɗa ba. C'est un prêcheur assez doué qui devient très populaire parce que c'est un très bon orateur et qui a surtout un prêche très politique. Et c'est ça qui parle à ses fidèles, c'est ça qui parle aux gens du Borno. Il parle beaucoup de mensonges. Voilà. Qaria, c'est un mot qui revient beaucoup dans ses prêches, parce que pour lui, les politiciens sont des menteurs. Qaria, c'est le mensonge. Et il va dire aussi, ce n'est pas eux qui ont la vérité. Voilà. Bassoum al-Gasker, ils n'ont pas la vérité. Ils se sont levés contre l'establishment en remettant en cause les règles et les abus de la classe politique dans la société. Vous comprenez? Mais en donnant une interprétation religieuse. À l'époque, tout le monde pensait qu'il ne faisait juste que défendre l'intérêt des musulmans et des masses populaires. C'était un de leurs thèmes principaux. L'État est corrompu. Donc il disait, nous avons besoin de notre propre territoire où régnera la justice. On va gouverner différemment et il y aura la justice sociale pour tous. C'est arrivé au moment où les idéaux socialistes et communistes se sont effondrés. Avant, dans les universités, il y avait beaucoup de marxistes et de socialistes. Beaucoup de jeunes réfléchissaient à des sociétés alternatives. Avec la fin de tout ça, les gens sont devenus plus religieux. Les pauvres étaient bien sûr les plus nombreux à adhérer à ce mouvement. Les pauvres, ceux qui souffraient, les gens les plus défavorisés de la société. Le message de Youssouf séduit rapidement dans cette région pauvre, où le taux de scolarisation n'atteint pas les 5%. Les Britanniques laissent aux dirigeants du Nigeria indépendant un pays profondément divisé. Le Sud, riche en pétrole, regroupe les communautés chrétiennes qui ont profité des programmes d'éducation mis en place par l'ancienne puissance coloniale. Au Nord, pauvre et rural, les communautés musulmanes sont majoritaires. Dans certains milieux traditionnels, l'éducation occidentale est toujours perçue comme une prolongation coloniale. Le Nigeria est aujourd'hui la première puissance économique de l'Afrique. Pourtant, plus de la moitié de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Gangréné par une corruption endémique des élites, le pays perd progressivement la confiance de sa population. Les pauvres, eux, rejoignent ce discours parce qu'on leur promet monts et merveilles, tout simplement. On leur promet le paradis sur terre. On va mettre en place un État islamique rêvé, la charia, qui est une forme de justice sociale, donc désormais les riches ne pourront plus détourner l'argent public. On rejoint ce groupe parce qu'on est convaincu qu'il va permettre d'améliorer la vie quotidienne à travers une pratique plus rigoureuse de l'islam. La cible la plus importante, c'était les jeunes. Quand il parlait, les jeunes écoutaient, ils sentaient qu'il les représentait, et ça, ce fut le point de départ.
Il y avait un nombre important de jeunes éduqués à l'occidental qui ont rejoint Boko Haram sur la base des convictions de Youssouf. Ils ont été conquis, ont déchiré leurs diplômes et l'ont rejoint. Boko Haram, ça veut dire que la civilisation occidentale est tabou. C'est complètement interdit. Certains parlent d'éducation occidentale, mais ce n'est pas seulement ça. Il est question de la civilisation occidentale. Tout ce système démocratique est interdit. Comment une femme peut diriger un homme? Comment un non-musulman peut diriger un musulman? C'est ce qu'ils disent. Les enfants des hommes politiques, les enfants des officiers de l'armée, les enfants des policiers, les enfants des agents de sécurité qui sont allés dans les meilleures écoles, au Royaume-Uni, en France, en Arabie Saoudite, aux États-Unis. Ils ont cru à ce que Mohamed Youssouf disait et ils l'ont suivi. Mohamed Youssouf va monter sa propre mosquée dans un quartier plutôt déshérité, près de la gare de Maïdougouri. Les gens sont intrigués, ils sont curieux. On a même des récits où il y a des ministres du gouvernement d'Idriss Déby au Tchad qui font le déplacement depuis N'Djamena, c'est pas très loin, hein, Maïdougouri depuis N'Djamena, et qui viennent écouter les sermons de Youssouf jusqu'en 2009, donc dans sa marcaze, dans son centre religieux. Ça attire les gens, il y a beaucoup de curiosité sur ce rejet radical de l'État tel qu'il existe au Nigeria. D'ailleurs, on me racontait, les voitures qui sont garées devant la marcaze de Mohamed Youssouf, c'est des voitures luxueuses, hein. Il y a des Mercedes, des 4x4 rutilants, avec les vitres fumées auxquelles seuls les officiels ont droit. Donc on voit bien qu'il y a des gens de haut niveau qui viennent fréquenter la marcaze. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent aux idées, mais ça les intéresse, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc c'est bondé de monde, c'est un endroit populaire. Youssouf, comme tout bon salafiste, effectivement a aussi une dimension sociale, donc il va nourrir les orphelins, les enfants de la rue, etc., qui vont se greffer autour de sa marcaze, qui est plus qu'une simple mosquée. Ce qu'il dit, c'est que on ne peut pas, en tant que musulman, vivre dans un système qui met la Constitution au-dessus du Coran. C'est pas possible, parce que du coup, les droits des musulmans vont forcément être bafoués à un moment ou à un autre. Donc il ne dit pas vraiment on veut notre propre État, mais par contre il dit nous on veut pouvoir se retirer dans un endroit pour pouvoir exercer notre religion et la vivre comme on l'entend. Donc leur revendication elle est double. Un, ils veulent étendre le domaine d'application de la charia, et deux, ils veulent que la charia devienne la source suprême du droit, ce qui n'est pas possible dans un régime constitutionnel, dans une république fédérale comme le Nigeria. Mohamed Youssouf trouve alors un soutien inattendu chez le gouverneur du Borno, Ali Modou Chérif. L'homme issu d'une famille richissime est une figure de la vie politique locale. Le gouverneur du Borno propose à Mohamed Youssouf une alliance contre nature. En sachant qu'à l'époque, si vous voulez, il y a toujours ce discours du gouverneur du Borno qui, pour attirer des voix, se faire élire, prétend qu'il va mettre en place une charia beaucoup plus étendue. Sharif s'engage à appliquer correctement la charia, en échange de quoi, on peut supposer, je dis bien supposer, que, disons, Mohamed Youssouf, qui pourtant vilipendait le système démocratique, n'a pas interdit à ses fidèles d'aller voter en faveur d'Ali Modou Chérif. Ali Modou Chérif avait besoin de Mohamed Youssouf pour rester au pouvoir et accumuler plus de pouvoir. Mohamed Youssouf avait besoin de Ali Modou Chérif pour faire tampon entre lui et le gouvernement. L'argent, bien sûr, a joué un rôle important. Je veux dire l'argent d'Ali Modou Chérif et du gouvernement du Borno pour Mohamed Youssouf. Il s'avère qu'Ali Modou Chérif, pour plein de raisons, n'a pas pu et n'a pas voulu sans doute appliquer la charia comme l'a demandé Mohamed Youssouf, et la brouille est consommée.
Et à ce moment-là, effectivement, Mohamed Youssouf vilipende publiquement. On a quelques sermons où il ne nomme pas Ali Moudou Sharif, mais on voit très bien à qui il fait référence comme étant un ennemi de l'islam. Kaifa yaya za a bar ku a rika ta cewa zaman lafiya a ce ana da alkawari tsakaninsu da Allah da manzon Allah bayan wa in yazharu alaikum in su sun samu karfi a kanku la yarqubu fikum ba za su kiyaye a cikin ku ba illan dangantaka wala zimma ko alkawari. Les prêches de Youssouf sont quand même très clairement anti-État et sont très violents dans les mots. Après, Youssouf c'est pas lui-même engagé dans la lutte armée contre l'État. Mais il portait quand même un discours qui forcément était inquiétant pour les autorités. Et le fait qu'il soit très suivi, le fait qu'il soit très populaire, oui, ça devient une menace. Effectivement, ça devient une menace. Nizami ne, shugabanci ne, natsuwa ne, sanin ya kamata ne, fuskantar inda an yi gaba ba a dawowa ne. Ina fata fahimta. Ka kona soci ka bari mana, ranar jihadin ai zai zo ya zama suto daga baya. Il y avait certains prêches qui étaient entre guillemets extrémistes. Ils dépassaient les bornes, vous comprenez? Et quand ces prêches sont devenus répréhensibles pour le gouvernement de l'époque, il a été arrêté. Quand Mohamed Youssouf a été arrêté et emmené à Abuja, puis quand il est revenu à Maïdougouri, vous pouviez voir une marée humaine l'accueillir, une foule en liesse, heureuse de le savoir de retour. Cette popularité, ça l'a rendu encore plus célèbre. Donc il n'est plus maintenant qu'une simple figure religieuse du Borno ou qu'un simple prêcheur du Borno. Il est maintenant devenu une figure politique. Et puis vous avez un phénomène tristement célèbre au Nigeria, ce qu'on appelle le godfatherisme. C'est en référence au film de Coppola, vous voyez, Le Parrain. C'est-à-dire c'est le côté mafieux des politiciens nigérians qui, pour gagner les élections, recrutent des jeunes de la rue, ce qu'on appelait la milice Ecomog d'Ali Moudou Sharif. Or, comme d'habitude, ces gouverneurs, une fois qu'ils sont élus, merci les gars, c'est sympa, rendez-moi les armes. Et puis évidemment, personne ne rend les armes. Et à ce moment-là, ce groupe Ecomog, on a plusieurs témoignages qui l'indiquent, va rejoindre les rangs de la Marquise de Mohamed Youssouf, où on s'occupe des jeunes de la rue. Donc là, ça inquiète encore plus les autorités, puisque vous avez des gens qui sont plutôt versés dans la criminalité, dans des gangs de rue. L'État fédéral a volontairement mis en œuvre une stratégie pour provoquer une série d'incidents. En juin 2009, la police mobile utilise le prétexte d'une loi sur le port du casque, pourtant rarement appliquée, pour verbaliser des motards de la secte qui rentrent de funérailles. Les membres de Boko Haram refusent d'obtempérer. La police ouvre le feu. Ce que dit Youssouf dans le prêche qui suit, il explique que si les militaires sont capables de tuer des gens pendant des funérailles, il n'y a aucun respect pour rien. Donc ils sont capables de venir les tuer même s'ils sont assis à rien faire. Là, vous êtes sortis, vous nous avez tués en masse. Prochaine fois que vous sortez, dites-le nous, on se prépare. On se prépare et là, on y va. Et là, on va voir. Là, vous verrez ce que vous aurez en face. Tukuna aka fada kawai kafiri ya rika kashe ya rika harbi na kisa ba wanda ya harbi wai su ƙwararru ne wai sun yi harbi ne don kare kai wai da gangan ne ba don su mutu ba wallahi tallahi ƙarya ne wallahi tallahi sun yi ne don su kashe yan uwa Allah bai kashe su ba Allah ne kaɗai bai kashe su ba akwai kafirin da ya harbin akwai da yawa 'yan uwa sun ji shi yana cewa I will kill them finish I will kill them finish zan kashe su gaba daya haka yake cewa to idan kai ku saurare ni nake wa'azi ba ku bakar kowa ya samu baki. Il dit pas vraiment bon maintenant on va vous tuer, mais il dit maintenant on est prêt quoi, on est prêt. L'émotion déclenchée par la fusillade provoque une réelle tension parmi les fidèles de la secte. Si les prêches de Mohamed Youssouf apparaissent virulents, en coulisses, le leader de Boko Haram appelle à la prudence. Mais sa position devient intenable. L'aile dure du mouvement, incarnée par un certain Aboubakar Shekau, appelle à la vengeance immédiate. Mohamed Youssouf voulait faire le djihad, mais il ne se sentait pas prêt. Les déclarations d'Aboubakar Shekau et d'autres
ont forcé la main de Mohamed Youssouf. Aboubacar Shekau pensait que le temps de l'action était venu, qu'il fallait battre le fer quand il était encore chaud. Dès lors que vous avez des armes, des mains, des jambes, vous démarrez le djihad. Et effectivement, alors à ce moment-là, ça dégénère. Donc le groupe part, d'abord il est enfermé par la police dans le Markaz près de la gare de Maïdougouri, et puis une nuit ils parviennent à s'échapper, et là ils partent dans l'ensemble de la ville, saccager les bâtiments publics, ils s'en prennent aussi aux églises. Cette fois, c'était tellement horrible. Boko Haram a pris la ville en otage pendant presque une semaine. C'était ça l'origine. On n'a pas compris ce qu'il s'est passé après. Ils ont retourné toute la ville. Ce n'était pas une question de chrétiens ou de musulmans. Ils ont attaqué les mosquées, ils ont attaqué les églises. Toute la société civile a été touchée. En résumé, ils se sont déchaînés. Alors l'armée a été appelée pour régler la situation. L'armée intervient, tire dans le tas. On a un rapport du gouvernement du Borno qui n'a jamais été publié et qui dit que 1000 personnes ont été tuées. On a des images, on sait que dans ces 1000 personnes, il y a très peu de combattants, c'est beaucoup des civils. Les troubles ont commencé et se sont intensifiés. Alors une opération militaire à grande échelle s'est mise en place. Ça s'est passé entre le lundi et le jeudi. Et donc, pendant l'opération militaire, certains sont morts, certains se sont échappés, et Youssouf a été arrêté. On lui demande, mais toi, tu rejettes tout ce qui est occidental, pourtant tu roules dans des voitures, pourtant tu portes bien un pantalon qui a été fabriqué probablement dans une usine. Et donc il essaye de se justifier un peu, il dit mais non, le coton c'est aussi une création de Dieu, il n'y a rien de mal là-dedans. Il est torse nu. Dans le contexte nord-nigérian, dans le contexte musulman, c'est très humiliant d'être nu, même si c'est à demi nu. On lui demande quand même qui est ton bras droit, et c'est là qu'il dit Aboubacar Shekau. C'est la première fois qu'Aboubacar Shekau, l'homme qui va devenir le successeur de Mohamed Youssouf, est désigné comme son plus proche lieutenant. C'est pas lui qui décide de dire voilà, vous m'avez arrêté aujourd'hui, mais le mouvement va continuer. D'ailleurs, j'ai un bras droit, il s'appelle Aboubacar Shekau. Il répond à une question. Les policiers lui demandent qui est ton bras droit et il répond. Il sait pas qu'il va mourir à ce moment-là. Il sait qu'il est dans une mauvaise passe, mais il a été arrêté plusieurs fois avant, Youssouf. Il sait pas qu'il va être abattu 10 minutes plus tard dans la rue. Quand Youssouf a été arrêté, il aurait dû être traduit en justice. C'est ça l'esprit d'une démocratie. On l'aurait traduit en justice. Et peu importe le verdict, s'il avait été condamné à mort, il aurait été exécuté. S'il avait été blanchi, il aurait été blanchi. Mais malheureusement, on a appris qu'il y avait un ordre du gouvernement de l'époque de l'abattre. Tout simplement. Youssouf, c'était la colombe dans Boko Haram.
Et une fois qu'il est tué, vous avez tué la colombe. Donc vous avez tué non seulement l'élément structurant du groupe, qui du coup va se désintégrer dans des petites cellules autonomes et clandestines, et puis du coup les faucons prennent le pouvoir après l'exécution extrajudiciaire de 2009. Ça peut sembler paradoxal, mais Mohamed Youssouf avait déjà négocié avec l'État, on le sait. Donc dire qu'un groupe terroriste ne négocie jamais, en tout cas Youssouf, lui, il avait négocié. Mais une fois qu'il a été tué, évidemment, les radicaux ont pris le dessus, les faucons, et puis ils ont dit, mais il n'y a pas d'autre moyen que de finalement mener le djihad et une guerre sans merci et sans fin à l'État nigérian. Après la mort de Mohamed Youssouf, les survivants de la bataille de Maïdougouri se rassemblent au Niger pour préparer leur vengeance. En juillet 2010, Boko Haram lance ses premières actions terroristes dans l'état du Borno. Devenue clandestine, la secte communique par la mise en ligne de messages vidéo de son nouveau leader, Abubakar Shekau. Zuwa wato Goodluck Jonathan da kuma shugaban Kristoti, kuma kowa ya ga me aka mana, kuma kowa ya ga me aka ajiye mana, sai kuma waɗanda yake Kristoti waɗanda kowa ya san abin da suka mana da kuma abin da suka ajiye wa musulmai. Ils ont commencé à dire que les chrétiens étaient des infidèles, des mécréants. Ils disaient qu'on adorait plusieurs dieux, que l'on devait revenir dans le droit chemin et n'adorer qu'un seul Dieu, Allah. C'est ce que Boko Haram disait. Ils disaient que nos femmes se baladaient nues, que les gens buvaient de la bière, fumaient, pariaient au jeu. Ils disaient qu'on faisait ça. C'était ça les raisons qu'ils invoquaient. Le fait de s'en prendre aux chrétiens a été largement influencé par un sentiment partagé dans les rangs de l'insurrection. Le sentiment que les chrétiens du Nigeria ont orchestré la politique de brutalité et de massacre contre les gens de Boko Haram. Donc en résumé, vous avez tué nos familles, on va tuer vos civils. On a les premières attaques planifiées d'églises chrétiennes à partir de la fin 2010, alors qu'au départ, les chrétiens ne sont pas vraiment dans le radar du groupe. Les chrétiens sont vus comme les agents du sionisme ou de l'impérialisme, de ce que vous voudrez, mais la cible du groupe au départ, c'est les forces de sécurité et les mauvais musulmans, les musulmans corrompus qui sont au gouvernement. Ce n'est pas les chrétiens. Mais en 2010, les minorités chrétiennes commencent à être effectivement visées, planifiées, etc. Les attaques contre les chrétiens soulèvent une vaste émotion dans le pays. Elles s'additionnent aux assassinats ciblés des forces de sécurité, des leaders traditionnels et des politiciens considérés par la secte comme corrompus. Boko Haram va jusqu'à commettre un attentat suicide au siège de la police nationale, à Abuja, la capitale fédérale. Le président Jonathan est contraint d'intervenir. Il envoie l'armée dans le nord-est, une armée mal préparée et mal renseignée. Beaucoup de soldats envoyés dans le nord-est étaient principalement recrutés dans les régions chrétiennes. Il faut savoir que le Nigérian moyen ignore tout des régions du pays en dehors de celles où il est né. Les soldats qu'on envoyait combattre dans le Borno ne parlaient pas les langues locales. Donc évidemment, quand on dit haut les mains, que les gens ne comprennent pas, que les gens ne lèvent pas les mains, on tire dans le tas, c'est pas de très bon effet. En plus de ça, à chaque fois qu'il y avait une attaque contre des militaires, il y avait des vengeances des militaires qui ne procédaient pas de façon beaucoup plus stratégique que Boko Haram, action, réaction. Donc l'attaque venait de tel quartier, on allait incendier le quartier. Ces gens sont arrivés avec leur inculture. Ils pensaient que tous les habitants de Maïdougouri, tous les habitants du Nord-Est étaient de Boko Haram. Alors ils ont traité tout le monde de la même façon, les chrétiens et les musulmans. En fait, ils ne savaient même pas qu'il y avait une importante minorité chrétienne dans le Borno. Ils pensaient que tout le monde dans le Borno était musulman. Ils ignoraient que même certaines chrétiennes portent le hijab, comme les musulmanes.
Ils pensaient que tout le monde était musulman et que si vous êtes musulman, vous soutenez automatiquement Boko Haram. Alors ils ont commencé à traiter les civils de la même façon qu'ils traitaient Boko Haram. Et ça va aussi, disons, construire la légende de Boko Haram, où des gens vont rejoindre le groupe, pas tant parce qu'ils adhèrent aux idées un peu folles de Mohamed Youssouf, qui de toute façon est mort, mais parce qu'ils ont peur de la répression des militaires, qui, dès qu'ils voient un jeune dans la rue, vont l'arrêter, le torturer à mort en prison, etc. L'armée a beaucoup fait pour être un agent recruteur pour Boko Haram. Le fait d'exécuter des civils, la décapitation, torturer à mort, violer des femmes, excusez-moi, tout ça l'armée le fait aussi. Donc en fait, la situation empire complètement. Plus l'armée tape sur le groupe, plus les jeunes s'enfuient effrayés et préfèrent aller combattre pour Boko Haram. On ne peut pas passer ça sous silence. Donc je crois qu'il faut systématiquement mettre en regard les atrocités commises par Boko Haram avec les atrocités commises par l'armée ou la police. On ne peut pas comprendre Boko Haram si on fait abstraction de ces atrocités. En mai 2013, le président Jonathan déclare l'état d'urgence. Les exactions commises par l'armée ont largement affaibli le soutien de la population. Un soutien aux militaires pourtant indispensable pour lutter contre cet ennemi insaisissable. L'armée favorise alors la mise en place d'une milice locale, les CGTF, Civilian Joint Task Force. Les civils recrutés dans les villes et les villages du Nord-Est, utilisés comme auxiliaires de police pour sécuriser les checkpoints et identifier les membres de la secte. JTF, Kato da Gora, mutanen Borno ko? Cari yarwaye luran nan ka kashe. Tada yarwaye. Quand ils ont commencé à massacrer des villages entiers, ils ont justifié leurs actes en affirmant que beaucoup des gens de ces villages les espionnaient pour le compte du gouvernement fédéral. Et là, on voit un infléchissement de la stratégie et de la tactique de Boko Haram, qui avant évitait de tuer des civils, surtout lorsqu'ils étaient musulmans, mais à partir de l'état d'urgence, pour dissuader les civils de rejoindre les rangs des milices paragouvernementales, à ce moment-là, ils vont commencer à tuer des civils en masse, ce qui n'était pas le cas avant. Ok, abin da yasa ya bamu reporting wace da cewa duk mutumin da aka samu a hankali duk time da aka gane shi sai a nuna musu kawai da hannu. Et ils ne font pas que les tuer. En fait, parfois, ils vous laissent en vie. Et ils tuent tous vos proches, même vos chèvres ou vos moutons. Et si vous avez un chien, ils le tuent aussi. Et ils vous laissent vivre avec ce traumatisme. L'été 2014 marque l'année de l'expansion territoriale de Boko Haram. La secte s'empare de plusieurs villes dans le nord-est du pays. L'armée nigérienne est en déroute. En plus de l'arsenal que la secte se procure sur l'important marché noir de la région, Boko Haram récupère régulièrement armes et véhicules abandonnés par les soldats nigérians. Au sud de l'état du Borno, Boko Haram entre dans la ville de Goza sans même combattre. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on voit clairement les membres de Boko Haram contrôler une ville. Ils sont victorieux, ils ont pris une ville, ils la gèrent. Le symbole le plus fort de ce contrôle sur la ville, c'est Shekau qui prêche dans la mosquée de Goza. Il se réinstalle dans le rôle du prêcheur. Et il fait un prêche très classique d'ailleurs, hein. Il ne fait pas du tout un prêche contre l'État nigérian, quoi. Il fait un prêche en arabe très général sur le droit des musulmans à vivre en paix leur religion dans un espace qui leur appartient, à imposer leurs propres règles et à les faire respecter, et, voilà. Et au bien-être qui est un droit pour le musulman. Alors ils font témoigner des habitants de la ville, qui témoignent de manière tout à fait libre.
et qu'on s'entende. Malgré ces images de propagande, c'est la terreur qui s'impose dans toutes les zones contrôlées par Boko Haram dans le nord-est du pays. L'épuration des mauvais musulmans et la chasse aux chrétiens continuent et s'amplifient. Ce qui se passe là, ce n'est pas un djihad. C'est un génocide. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? C'est une organisation sans foi ni loi, engagée dans un carnage. Engagée dans un carnage. Et malheureusement, les médias et les gens prennent ça pour l'islam. Mais il n'y a pas d'islam là-dedans. Les civils qui ont fui les combats, les massacres, s'entassent dans les camps de la région. Plus de 2 millions de personnes, déracinées de force, et qui ont pour la plupart tout perdu, attendent sans beaucoup d'espoir le retour à une vie normale. Ils viennent de Goza, Damasak, Mongono, de presque toutes les villes et villages de l'État du Borno. La plupart sont traumatisés. À 7 heures du matin, ils ont encerclé notre maison. J'étais avec mon mari. Un des leurs est entré armé d'un couteau et d'un fusil. Il a dit « Aujourd'hui, c'est ton dernier jour ». Mes petits frères sont entrés en pleurant. Je leur ai demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Nous étions tous paniqués. Ils n'arrêtaient pas de pleurer. Ils pleuraient. Ils pleuraient. Mon mari m'a dit « Il se passe quelque chose d'anormal ». Alors Boko Haram est arrivé. Ils ont encerclé notre maison. Ils criaient « Tue-le, tue-le ». Lorsque je me suis retournée, je les ai regardés. Ils ont dit « Ça, c'est une femme ». Et puis, ils ont fait signe à mon mari. Ils lui ont dit « Nous allons te poser une question ». Il a fait un pas vers eux et ils lui ont tiré dessus. J'ai été leur prisonnier pendant 11 jours. Pendant 11 jours. Et les cadavres empestaient. Eux avaient des foulards pour couvrir l'odeur. Nous ne pouvions que boucher nos narines. L'odeur les gênait. Alors ils nous ont dit « Ramassez les cadavres ». J'ai répété « Jésus, sauve-moi ». Ils ont commencé à me frapper. Ils m'ont giflé, ils m'ont frappé à l'œil, puis sur tout le corps. Ils m'ont cassé le cou et je me suis évanouie. J'ai repris connaissance le lendemain matin, à 6 heures. En vérité, je ne lui ai pas demandé si on a abusé d'elle, parce que je ne le supporterai pas. Si je la prends, qu'est-ce que ça m'apportera? C'est pour ça que je ne lui ai pas posé la question. Elle non plus ne veut pas en parler. Au bord du fleuve, j'ai compté plus de 800 corps. Ils les ont tous tués. Nous étions obligés d'enjamber les cadavres. On voyait même des corps remonter à la surface de l'eau. Pendant qu'ils déchargeaient d'autres corps, j'en ai profité pour plonger dans le fleuve. Allah m'a sauvé la vie. Depuis le début de l'insurrection, Boko Haram utilise les ressources locales pour financer son djihad. Il vole le bétail, il pille les récoltes, vide les coffres des banques, kidnappe des otages contre rançon.
Comme la région est frontalière avec 3 pays, la secte utilise le Cameroun, le Tchad, le Niger comme base arrière pour ses membres et pour revendre leur butin sans être inquiétés par les autorités de ces pays. Autant de sanctuaires où l'armée nigériane ne peut pas intervenir. Il y avait un accord tacite. Les Camerounais n'allaient pas arrêter les insurgés, ni les attaquer, ni les empêcher d'utiliser le Cameroun comme une base arrière pour se ravitailler et retourner se battre au Nigeria, tant que les insurgés ne les attaquaient pas. Il y avait le même accord avec les Nigériens. Le Niger a toujours été l'autre arrière-cour. Ils allaient au Niger se reposer. Ils y avaient leur famille. Ils y faisaient des affaires. Ils utilisaient le Niger pour leur trafic d'armes, depuis la Libye jusqu'au Nigeria. Devant l'avancée et les victoires de la secte sur le terrain, la France, à la demande du président nigérian, organise un sommet sur la sécurité de la région. Tous les chefs d'État concernés sont présents. Le Nigeria a besoin de l'aide de Paris pour convaincre ses voisins francophones de s'engager dans la lutte contre Boko Haram. Une collaboration militaire internationale s'organise. Désormais, les armées du Tchad et du Niger bénéficient d'un droit de poursuite sur le territoire du Nigeria. Aboubacar Shekau réagit. Cameroun, Tchad, Bénin, ويا رؤساء إفريقيا أن من فهم هؤلاء الآيات بفضل ربه قد تيقن أنه هو الناصر ما دام مخلصا يو كازو كان بين فرنسوا هولاند يو كازو كان دوكا كان كارنت هارتشو ام فرنسا. Il y a cette coalition avec les pays francophones voisins du Nigeria qui se met en place. Et là, effectivement, le modus vivendi du pacte de non-agression mutuelle avec le Niger, avec le Tchad, se défait. Et à ce moment-là, Boko Haram va commencer à attaquer dans les pays voisins massivement. Premiers attentats suicides à N'Djamena, la capitale du Tchad, multiplication des attentats dans la région de Difa au Niger, etc. etc. Et aujourd'hui, le Cameroun devient un des foyers très intenses, presque plus que le Nigeria, d'une insurrection qui s'est déplacée dans les pays voisins. Résultat aussi donc de cette coalition internationale qui s'est mise en place. Après plusieurs mois de combats acharnés, la coalition parvient à chasser Boko Haram des grandes villes que les djihadistes occupaient dans l'état du Borno. Muhammad Buhari, le nouveau président du Nigeria, fort des derniers succès militaires, affirme en décembre 2015 que Boko Haram est techniquement défait. Une défaite technique, c'est bizarre que le président puisse dire ça ouvertement. Si vous quittez Maïdougouri maintenant pour aller à Mafa, vous devez y aller en convoi lourdement armé. La route de Demboa à Maïdougouri est contrôlée par les insurgés. À l'extérieur de Goza, les insurgés opèrent en force. Et l'attaque de Dalori, quelques jours avant qu'on fasse cette interview, c'était une attaque terrible. Dans la nuit du 30 janvier 2016, Boko Haram fait une fois de plus mentir la version officielle des autorités nigérianes. À Dalori, dans les faubourgs de Maïdougouri, la secte opère une expédition punitive. Le lendemain matin, les habitants qui avaient fui retrouvent leur village en cendres. « 86 personnes ont trouvé la mort cette nuit-là, dont beaucoup d'enfants.
Boko Haram est arrivé. Ils ont surgi de la brousse. Ils m'ont tiré dessus, alors je suis allé me réfugier dans une maison. Et comme ils ne me trouvaient pas, ils ont mis le feu à la maison. On est parti se cacher dans une maison, mais ils y ont mis le feu. Alors on s'est caché dans le trou qui sert de toilette. Ils ont mis le feu au toit. Et quand ça a brûlé, les flammes sont tombées sur nous. À côté de moi, une personne est morte brûlée vive. Mon fils et moi avons réussi à fuir avec 2 autres personnes. Une autre est morte coincée dans la fosse septique. Depuis le 8 mars 2015, en 10 mois et en comptant cette patiente, j'ai opéré 723 personnes. On a opéré des têtes, des nuques, des abdomens, des extrémités, toutes les parties du corps, les yeux, les visages. Ok, passez-moi le fil. On traite des blessures par balle, par explosion. C'est de la chirurgie de guerre. Sur des enfants, des personnes âgées, des hommes, des femmes. Tout le monde a été touché, sans exception. La secte est aujourd'hui réfugiée dans la forêt de Sambisa, un parc national situé à seulement 60 km au sud-est de Maïdougouri. Le parc s'étend sur un territoire grand comme 2 fois la Belgique. Boko Haram s'y est retranché avec des centaines de personnes retenues en otage. Pour la plupart des femmes, parfois converties et mariées de force à ses combattants. Si Boko Haram a essuyé de nombreux revers militaires face à la coalition internationale, la secte parvient encore à terroriser les villages isolés de la région. Il faudra plus que des balles et des bombes au Nigeria pour se débarrasser définitivement de Boko Haram. On peut écraser un mouvement, mais ils ne vont pas tuer l'idéologie qu'elle porte, hein, et qui se base sur ce fossé qu'il y a entre les riches et les pauvres au Nigeria. Le discours qu'a porté Youssouf peut prendre partout. Donc une fois que le mouvement sera écrasé, d'ici, je sais pas, 2-3 ans, faudra voir où est-ce qu'il a fait des petits, quoi, et où est-ce que ça va ressortir. Et comme c'est le djihadisme qui a le vent en poupe en ce moment, ça sera probablement sous cette forme-là aussi. Sincèrement, je pense qu'il ne pourra pas y avoir de réconciliation ou de fin digne à toute cette guerre tant que l'armée comme institution, tant que les soldats comme individus, tant que les officiers qui ont ordonné tous ces massacres ne rendront pas de compte, tant que justice ne sera pas rendue. Les insurgés aussi devront rendre des comptes, comme le gouvernement. Sinon, je ne vois pas comment une paix durable pourra s'installer. La connaissance est la clé. On doit comprendre comment s'opère le mécanisme. Pourquoi leurs arguments séduisent autant de jeunes? Parce que beaucoup de personnes rejoignent ces groupes quand ils sont jeunes. Nous devons offrir des projets alternatifs pour la jeunesse. Un État ne doit pas seulement fournir une éducation. Un État doit être responsable de beaucoup plus. Un enfant doit recevoir des opportunités d'épanouissement dans plusieurs domaines.
À quoi doit ressembler un citoyen? Il ne doit pas seulement être éduqué, il doit avoir une vie épanouie. Ce genre de vie nécessite plusieurs choses pour s'ancrer dans la société. La possibilité de s'épanouir dans l'art, la musique, la philosophie ou même la danse. Il y a tellement de choses qui existent et qui nous rendent humains. L'État doit se joindre aux familles et aux institutions traditionnelles pour que ces enfants aient le choix. Si vous n'avez pas de possibilité de briller, vous allez en chercher une autre part. Et parfois, ça peut être très sombre.